Bonjour Monsieur Laurent Louis, vous avez été invité au forum qu'a organisé la Troisième Voie. Quelle est votre impression? Écoutez, le forum a été écourté. Je l'ai dénoncé durant mon intervention, une impossibilité pour les Congolais de s'unir et de dialoguer entre eux. Pour moi, ça pose de grosses questions en termes de démocratie. On est en Belgique, on n'est pas dans un pays où il n'y a aucune loi. Les gens qui ont envie de se réunir ont le droit de le faire. L'autorisation a été demandée, l'hôtel a été trouvé. Pour moi, il n'y a pas de problème, donc tout le monde a le droit de s'exprimer. Je suis moi-même souvent l'objet de censure au niveau des médias. C'est pas très agréable et donc je ne peux jamais appuyer ce genre de comportement. Donc voilà, c'est déplorable que ça se passe comme ça et qu'il y ait une atteinte à la démocratie. Quelles que soient les idées, quelles que soient les opinions, je pense que tout le monde a le droit de pouvoir les exprimer. Alors ici on est en Belgique, on n'est pas au Congo. Ce sont les lois belges qui doivent s'appliquer. Et ça, c'est un rappel à l'ordre que je tiens à faire. Parce que je ne comprends pas qu'on puisse interrompre une conférence, quels que soient les objectifs ou les buts des personnes qui sont intervenues. Je pense que j'ai souvent été aux côtés des combattants et je partage leur point de vue sur de nombreux sujets, mais je ne peux pas accepter la violence et l'atteinte aux droits démocratiques de ce pays. Donc bien évidemment, là, je crois que si le Congo veut sortir de l'impasse actuelle, il faut qu'il y ait une réconciliation entre tous les Congolais. Et malheureusement, on n'y assiste pas aujourd'hui. Et c'est attristant et ça me fait beaucoup de peine parce que je pense que pour créer un Congo meilleur et créer un avenir, il faut se mettre autour de la table. Et bien entendu, il faut des fois discuter avec des gens qu'on n'apprécie pas et dont on ne partage pas les idées. Mais si on veut créer une démocratie, c'est vers ça qu'il faut aller. Sinon, il faut créer une dictature. Mais alors, je ne soutiendrai jamais ce genre de régime. C'est ridicule, ce serait soutenir ce que nous connaissons aujourd'hui avec Kabila. Kabila, c'est la dictature de la communauté internationale, c'est la dictature des États-Unis. Et donc, agir comme cela, eh bien, c'est avoir les mêmes techniques que ces dictatures, et ça, je ne peux pas le cautionner. Je pense qu'on mérite mieux, le Congo mérite mieux que de la violence, et en tout cas, moi, j'attends un meilleur comportement, et que tout le monde s'unisse en ayant comme seul objectif de moderniser le Congo, de nettoyer ce pays des mauvais gouvernants, des mauvais dirigeants, et surtout de rétablir de l'éthique. Et ce n'est pas dans la violence qu'on retrouve l'éthique. Merci. Merci. C'est d'abord de remercier la Troisième Voie pour m'avoir confié la charge de pouvoir modérer cette journée qui, pour moi, en tout cas, était importante. Voilà pourquoi je n'ai pas trouvé des raisons de dire non à leur demande. Je vais, pour ne pas tarder, demander au président lui-même de pouvoir nous dire un petit peu d'introduction avant de monsieur. Vous, l'autorité censée être là, donc membre de la Troisième Voie, monsieur le député, distingués invités. Nous avons tous conscience de vivre des moments exceptionnels par l'intensité et la portée des événements très différents qui se sont succédés ces derniers temps. La conférence de Bruxelles évaluera la réalité des politiques conduites par les générations précédentes, car le débat que je vous propose d'engager n'est pas un projet de société, mais plutôt un modèle de développement. C'est une conception du Congo, celle d'un Congo nouveau. Je vous remercie donc par votre présence ici, par votre participation en toute indépendance et par vos sensibilités d'avoir compris que les enjeux peuvent nous rassembler. Nous, la diaspora tout entière, au service de notre pays, ici à Bruxelles. La conférence de Bruxelles symbolise la victoire de la raison, la victoire de l'intelligence sur l'ignorance, de l'organisation sur le chaos, de l'action sur la distraction, d'aujourd'hui sur hier. La
conférence de Bruxelles symbolise l'avènement sur la scène internationale de la troisième voie et avec elle celui d'un Congo nouveau. Vos enfants et les miens liront un jour dans les annales de l'histoire les pages qu'ici, vous et nous, écrivons ensemble dans l'espoir de leur léguer un Congo meilleur que celui que nous avons hérité. Nous remercions la Belgique, pays hôte de ses assises, pour l'hospitalité nous témoignons. Je déclare donc que les travaux de la conférence de Bruxelles sont officiellement ouverts. Bon, voilà, après ce mot d'introduction du président de la troisième voie, M. Fabrice Combo, je vais inviter l'honorable Laurent Louis de pouvoir nous présenter le premier exposé de la journée qui portera sur le rôle de la Belgique pour la bonne gouvernance au Congo. Bonjour à tous. Bonjour. Donc voilà, on m'a demandé de faire un petit exposé. Comme d'habitude, je privilégierai toujours la séance des questions-réponses parce que je pense que c'est important, j'aime beaucoup avoir cet échange avec le public. Et donc la question de cet exposé, c'est le rôle de la Belgique pour la bonne gouvernance au Congo. Alors déjà rien que quand je lis le titre, je me dis, il y a des mots qui sont déjà antinomiques dans le titre de l'exposé. Parce que déjà parler de la Belgique et de la bonne gouvernance, c'est déjà difficile. Alors en plus, parler de la Belgique et de la bonne gouvernance au Congo, c'est encore plus compliqué. Plus compliqué parce que il faudrait se rendre compte de l'état d'esprit des dirigeants politiques belges actuels. Et cet état d'esprit, il est assez clair, c'est-à-dire que pour eux, le Congo, c'est toujours une colonie, aujourd'hui encore, et ça, on doit le déplorer. Alors, on peut voir le rôle de la Belgique dans l'histoire de la RDC est quand même particulièrement édifiant. Il y a toujours cette ingérence qui se poursuit depuis la pseudo-indépendance des années 60. Et ce qu'on constate aujourd'hui au Congo, c'est qu'il y a véritablement une confiscation du pouvoir et la mise en place d'une présidence fantoche, comme je l'ai déjà dit à de nombreuses reprises, une présidence qui a comme objectif et comme mission, eh bien évidemment, d'être à la solde de la Belgique et de la communauté internationale. En attendant, eh bien, ce qu'on arrive et ce qu'on voit qui se produit au Congo, c'est qu'il y a une privation de la richesse de la RDC et on constate une population qui vit dans la pauvreté la plus extrême, alors que pendant ce temps-là, il y a quelques-uns qui s'enrichissent sur le dos des Congolais qui, eux, malheureusement, meurent de faim, n'ont pas d'électricité, n'ont pas d'accès à l'eau, ou pire, quand on voit ce qui se passe à l'est du pays, où là, les femmes, les enfants sont violés. Et donc c'est pour ça, aujourd'hui, qu'il y a une comparaison à faire. La RDC, qu'est-ce que c'est aujourd'hui au niveau de la communauté internationale? Qu'est-ce que c'est pour la Belgique? Eh bien, c'est tout simplement un supermarché à ciel ouvert, où tout le monde peut venir se servir, sans dépenser véritablement beaucoup d'argent, et priver ainsi la population des richesses naturelles du pays. Et donc, aujourd'hui, quel est le rôle de la Belgique par rapport au Congo? C'est un rôle qui va peut-être paraître un peu gros, c'est un peu choc comme expression, mais pour moi, je vois la Belgique comme le proxénète du Congo. C'est malheureusement la réalité, et c'est une réalité qui est extrêmement dommageable, parce que depuis 2 ans, je circule à travers l'Europe, je rencontre des parlementaires, que ce soit en France, en Angleterre, en Autriche, en Norvège, aux Pays-Bas. Et à chaque fois, la position de ces parlementaires est très claire. C'est de dénoncer la situation au Congo,
tout en disant, oui, mais le pays le plus à même de dénoncer cette situation, c'est la Belgique. C'est la Belgique que nous suivons, ce sont les responsables politiques belges que nous suivons, parce que les autres pays voient toujours la Belgique comme le grand frère du Congo. Or, un grand frère se doit en général d'être protecteur et d'assurer le bien-être de son frère, on va dire. Et le comportement de la Belgique est tout autre, est tout à fait différent. Il ne va absolument pas dans ce sens-là, puisque nous continuons à profiter des richesses du Congo, et que quelques-uns de nos hommes d'État en profitent pour s'en mettre plein les poches. Je suis toujours très surpris de voir le nombre de voyages de nos responsables politiques au Congo. Ça, c'est qu'on peut dire des voyages, il y en a énormément. Des rendez-vous, des réunions importantes, soi-disant, il y en a beaucoup. Mais il n'y a jamais d'effet. Il n'y a jamais de concrétisation, il n'y a jamais d'effet bénéfique. Et donc, j'en arrive bien souvent à me demander pourquoi il y a un tel nombre de voyages au niveau, par exemple, de M. Renders ou de M. Louis Michel, qui aujourd'hui n'est que député européen, et je ne vois pas pourquoi il doit voyager aussi souvent au Congo. Enfin, ça reste des grosses questions que je crois qu'il est important aujourd'hui de poser et auxquelles nous devons avoir des réponses. Encore un exemple très simple de ce comportement de la Belgique par rapport au Congo, c'est qu'au mois de décembre, au Parlement fédéral, nous avons voté une résolution, pas pour cesser la guerre à l'Est, non, pas pour dénoncer l'agression du Rwanda, non, nous avons voté une résolution pour protéger le parc des Virunga. Voilà ce à quoi les parlementaires belges s'amusent, alors que des milliers de femmes, d'enfants congolais sont victimes de la barbarie à l'est du Congo. Nous leur disons clairement, écoutez, chers amis congolais, chers hommes et femmes politiques congolaises, il est important aujourd'hui de respecter l'environnement. C'est très bien. Moi, je suis pour la défense des singes, de la faune, du parc des Virunga. Je ne suis pas contre. Mais ce que j'aimerais mieux, c'est que notre pays, la Belgique, se positionne et disent clairement, il faut protéger, M. Kabila, il faut protéger vos ressortissants, vos nationaux, il faut protéger votre population. Et ça, malheureusement, c'est un discours que je n'entends pas au sein du Parlement belge. Et donc, je ne peux que le dénoncer. Et donc, c'est véritablement là le surréalisme à la belge dans toute sa splendeur. Mais il faut vivre avec et il faut connaître cette réalité pour pouvoir aussi se prononcer sur l'avenir. Parce qu'aujourd'hui, je pense que si nous sommes ici, c'est pour trouver des pistes de solutions, pour essayer de trouver un avenir et de créer un Congo meilleur. Et pourquoi pas de meilleures relations entre la Belgique et le Congo. Et donc, clairement, tant que la Belgique aura une telle conception du Congo, et tant que nos partenaires européens suivront aveuglément la position de la Belgique, eh bien, il ne faut pas espérer un avenir meilleur pour le Congo. Le Congo a tellement de richesses que la communauté internationale a tout intérêt à continuer le pillage des ressources naturelles du Congo. Si personne ne dit rien, si personne ne manifeste, si personne ne se lève pour dénoncer cette situation, le pillage va continuer. La pauvreté va persister et nous aurons toujours à la tête de ce magnifique pays des personnes qui, avant de défendre les intérêts de la population, du peuple congolais, défendront leurs intérêts personnels, leurs intérêts financiers et permettront à quelques individus occidentaux de s'en mettre plein les poches. Et donc, moi je pense que si on veut que la Belgique ait un rôle au niveau de la bonne gouvernance au Congo, il faut absolument changer les mentalités. Il faut changer les mentalités en Belgique, c'est une évidence. Je suis toujours surpris du manque de cohésion au niveau de la communauté congolaise en Belgique. Il faut le dire parce que c'est quelque chose qu'il faut absolument régler si on veut sortir de la crise actuelle. J'ai l'impression que chacun protège sa petite chapelle, que chacun veut se mettre en avant, qu'il y a beaucoup de coups bas. Encore pour la conférence d'aujourd'hui, je l'ai constaté, je vois bien, on doit changer de lieu de rendez-vous, de conférence, parce qu'il y a des menaces, parce que si, parce que là. Ce n'est pas sain. Je crois que
au Congo, ce qu'il faut aujourd'hui, c'est une révolution. Cette révolution, elle peut avoir lieu également dans nos pays occidentaux. Mais pour faire une révolution, il faut s'unir un minimum. Et moi, ce que je constate, c'est que quand je vais rencontrer M. Tshisekedi à Kinshasa, il n'y a pas de problème, tout le monde applaudit. Quand je rencontre Vital Kamerhe, là, on commence déjà à ne plus applaudir, on critique, on soupçonne. Quand je dis je vais venir ici participer à cette conférence sur la troisième voie, ouh là là, c'est un scandale, il paraît qu'on est pro-Kabila. C'est la même chose au niveau des manifestations. Chacun organise sa petite manifestation dans son coin et au final, on se constate qu'il n'y a plus de manifestations d'ampleur et d'envergure. Et donc, ce que je veux absolument lancer comme appel, c'est que si on veut du changement, il faut s'unir, il faut écouter les autres et il faut aller en étant guidé que par une seule volonté, c'est le bien-être de la population. Faire une croix sur les intérêts personnels, les intérêts financiers et suivre la voie du bien-être des peuples. Et donc c'est pour ça que si les mentalités sont à changer en Belgique, qu'il faut non seulement que la communauté congolaise de Belgique s'unisse et se rende compte qu'elle doit absolument créer une culture politique. Une culture politique, c'est très très important. Il faut aussi un changement au niveau des hommes politiques. Mais pour qu'il y ait un changement au niveau des hommes politiques belges, il faut que la base suive et que la base impose ce changement. Et donc quand je vois que, encore pendant les dernières élections que nous avons connues en Belgique, je vois des membres de la communauté congolaise qui viennent et qui font campagne pour des partis traditionnels comme le Parti Socialiste, le Mouvement Réformateur, le CDH, le FDF. Mais je suis stupéfait, je ne comprends pas. J'avoue, je ne comprends pas. Et nous débattrons tout à l'heure, parce que je crois que c'est une question importante. Comment voulez-vous un changement avec des gens qui ont imposé cette situation? Comment voulez-vous arriver au changement avec des personnes qui ont créé le malheur au Congo? Là, il y a vraiment une grosse question à se poser. Alors moi, je pense personnellement qu'il faut sortir des logiques des partis politiques. Je pense que les partis politiques, c'est la pire chose qu'on ait créée ces dernières années, ces derniers siècles. Parce que je pense que ce qui est important, ce sont les hommes. Les hommes et leurs idées, en espérant que ces idées soient le plus nobles possible. Et donc, ce changement de mentalité, s'il doit se produire en Belgique, il doit aussi se produire au Congo. On l'a vu au niveau de l'opposition aujourd'hui, l'opposition, elle est totalement éclatée, explosée. Même l'UDPS, on ne sait plus ce qu'il en reste au niveau du Parlement congolais. Ça, c'est véritablement attristant. C'est vraiment horrible ce qui se passe là. Parce que c'est aujourd'hui qu'il faudrait qu'il y ait une opposition forte. Et elle n'est pas là. Elle n'est pas là parce que chacun préfère préserver ses propres petits intérêts, alors qu'on parle quand même des intérêts de millions de personnes, d'un pays immense, avec des richesses dont nous connaissons tous la valeur, et qui mérite véritablement d'accéder à la liberté, d'accéder à la démocratie, et où il faut absolument que les moyens soient mis en œuvre pour sortir la population de cette pauvreté. Alors je pense que c'est un long processus qui doit se mettre en œuvre. La Belgique peut avoir un rôle dans ce processus, c'est une évidence que nous avons beaucoup de chemin à parcourir en Belgique pour qu'on change ces mentalités et pour que les hommes politiques de ce pays ne perdent plus leur temps, par exemple, à parler du parc des Virunga, mais parlent des véritables atteintes aux droits de l'homme qui sont commises tous les jours à l'est de la RDC. C'est ça qui est important. Nous sommes un pays qui avons créé, avec d'autres, l'Union européenne, pour dire non à la guerre, pour dire non aux horreurs qui se sont produites durant la Seconde Guerre mondiale. Et aujourd'hui, alors que des actes horribles sont commis au Congo, eh bien nous nous taisons, nous regardons et nous laissons faire. Eh bien là, je dis clairement que ce n'est pas une attitude digne d'un pays qui se dit démocratique et qui défend des valeurs comme les droits de l'homme. Et il faut le dénoncer, il faut le dire haut et fort. Et donc, je vais en terminer par là. La bonne gouvernance au Congo, elle ne passera que par un changement de mentalité
en Belgique, au Congo, dans les autres pays européens qui suivront bien évidemment l'évolution des mentalités en Belgique. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que la communauté congolaise, partout où elle se trouve, la diaspora, et qu'elle se rende compte que c'est d'elle que viendra le changement. Parce qu'encore ce matin, je voyais sur mon compte Facebook que quelques personnes critiquaient la tenue de cette conférence, en disant que cette conférence, elle ne doit pas se tenir à Bruxelles, elle doit se tenir au Congo. C'est très bien. Mais au Congo, les gens, ils s'intéressent avant tout à pouvoir survivre. Ils ne sont pas là, ils n'ont pas le temps à commencer à réfléchir, à se triturer l'esprit pour se dire qu'est-ce qu'on va faire. Ils sont dans l'urgence. Ils sont dans l'urgence parce que s'ils ne vont pas travailler, s'ils ne vont pas cultiver les champs, eh bien, ils mourront. C'est ça la réalité au Congo. Et les gens sont démoralisés, ils sont désenchantés, ils ne croient plus en une sortie aujourd'hui de crise. Et ils savent très bien qu'ils ne peuvent pas aujourd'hui clairement exprimer leur opposition au pouvoir, parce que les répressions sont alors assez importantes et assez directes. Et donc je crois que le changement, il viendra de la diaspora. La diaspora, où qu'elle se trouve dans le monde, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe. Et nous avons donc, vous avez donc, comme mission, eh bien, de créer les bases d'un Congo moderne, d'un Congo renouvelé, qui défende avant tout le bien-être de sa population. Et il faut donc, au sein de cette diaspora, il y ait des personnes, et il y en a parce que j'ai rencontré énormément de talents depuis que je suis parlementaire, il y a énormément de talents et ces personnes doivent être les acteurs politiques du Congo de demain. Et j'espère que c'est ce que nous allons mettre en œuvre. J'espère que ce sont ces personnes qui vont pouvoir fédérer derrière elles et créer le changement. Ce ne sont pas deux personnes qui changeront le Congo dans leur coin, mais c'est tous ensemble que nous pourrons le changer et faire en sorte que les droits de l'homme y soient enfin respectés. Voilà, je pense que c'est ce que j'avais à dire au niveau du rôle de la Belgique pour la bonne gouvernance au Congo. Il y a tellement de choses à faire. Je crois que le plus important, c'est de pouvoir aussi répondre à vos questions. Merci beaucoup. Vous suivez un peu ce qui se passe en Afrique. Le Portugal, aujourd'hui, pour essayer de résoudre ces problèmes, il va en Angola. Ça veut dire quoi? Un agriculteur belge peut aller travailler au Congo. Je sais combien il est difficile d'être agriculteur en Belgique, mais je pense que la crise aidant, je vis comment les agriculteurs ont renversé de lait ici, mais on peut aller faire de l'agriculture au Congo. Mais pour ça, il faut assurer quand même quelques conditions minimales. Et la Belgique peut travailler dans ce sens-là. Alors, je suis venu ici parce que, bon, j'ai lu un peu la thématique, c'est que le diagnostic, on sait le faire, on l'a fait pendant un moment. Bon, commencer à imaginer des solutions, je pense que c'est... Et je voulais un peu qu'on essaye de discuter dans ce sens-là. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui changer un peu de la pédagogie? Essayer de convaincre les décideurs belges que faire de la gouvernance au Congo, moi je suis un démocrate, peut-être que je suis naïf, mais je pense qu'en dehors de la démocratie, il n'y a pas un système politique qui peut assurer une répartition équitable du revenu national. Je peux intervenir? Oui, tout à fait, vous pouvez intervenir. La qualité n'est pas... À tous les participants à ce forum numéro 1 de Bruxelles. Je dis merci au comité d'organisation. Je dis merci à tous les intervenants et particulièrement encore merci à M. Laurent, lui, qui avait voulu honorer notre invitation et surtout sa présence dans la salle. Je suis M. Bafana Fumototo, je suis penseur, écrivain et géniteur de la troisième voie sur le plan spirituel, scientifique et politique. Aujourd'hui, nous avons eu un thème. D'abord, je voulais, avant de donner l'intervention, je dois intervenir pendant combien de minutes? On peut vous accorder 5 minutes, ça serait suffisant? C'est combien? 5 à 10, bon, à la limite. 5 à 10. Combien? Puisque ce ne sera qu'une intervention, 5 à 10 minutes. 30
minutes 30, c'est déjà 10 minutes, hein? 5 à 10 minutes. 10 minutes, hein? Oui. Ça nous convient. Ça nous convient. Oui, juste oui. Oui, c'est bon. Je ne vous écoute pas bien. J'interviens pendant combien de minutes? 10 minutes maximum. 10 minutes, hein? Oui, Voilà. tout à fait. Oui. J'interviens pendant 10 minutes, hein? Tout à fait. Affirmatif. Voilà. Allons-y. Nous avons intitulé comme thème général la conciliation de vues pour un Congo nouveau. Pourquoi la conciliation au lieu du dialogue, de la réconciliation, du gouvernement d'union nationale et de tous les concepts qui ont été utilisés avant l'émergence de la troisième voie. Réconciliation, il y avait une commission vérité et réconciliation lors de la conférence nationale souveraine. Mais nous avons dit qu'on ne peut réconcilier que des choses qui étaient ensemble et qui après un moment se sont embrouillées et maintenant on peut les remettre dans leur première habitation. Mais nous disons que la Belgique a 1887 qui deviendra l'entreprise de nos partenaires et finalement l'économie jamais dans un État appelé la nation congolaise pour que nous puissions prétendre avoir été ensemble. Le 30 juin 1960, nous avons demandé la décolonisation et après la décolonisation, nous sommes allés au déception mutinerie et après quoi, la mort de Lumumba et la neutralisation de tous les faits de l'indépendance. Vous comprenez? L'indépendance a été soit mal négociée ou mal conquise. Aujourd'hui, on ne peut pas parler au Congo de la réconciliation de vues parce que dans le Congo en tant qu'État ou nation, république ou monarchie, nous n'avons jamais été ensemble ces lois issues de ces hommes spirituels, scientifiques et politiques. Nous devons d'abord réaliser la conscience immédiate, c'est-à-dire vivre le présent. Après avoir vécu le présent, nous devons découvrir qui sommes-nous et qu'est-ce que nous sommes venus faire dans ce temps. Et nous devons maintenant, en tant qu'homme, recourir dans le passé pour puiser la conscience historique et recourir dans le voisin en ce qui concerne les principes de complémentarité. Et enfin, nous devons ensemble projeter l'avenir. L'homme est un esprit. Or, un millier, nous disons ensuite que chaque peuple a ses tribus, ses familles, ses destinées, ses provinces. Chez nous, nous avons le Bayakaleba, Congo, le Bakela, les Mongols, etc. et consorts. Nous devons conserver notre sang du côté de la mère aussi bien que du côté du père, y compris conserver la socialisation des gens qui, au départ, n'étaient pas des Congolais, mais qui ont choisi de changer la nationalité en devenant Congolais ou qui ont choisi les Congo comme leur seconde patrie. Ça constitue notre force. Et enfin, ce peuple a atteint ce qu'on appelle le pays, portion de terre appartenant à un peuple, elle est connue par d'autres peuples. Dans cette portion de terre, nous avons notre air, notre eau, notre sous-sol et notre terre. C'est dans la définition que nous avons de l'homme. Maintenant, quand nous disons qu'il faut réhabiliter l'homme comme définition de la condition de l'homme comme esprit, nous devons lutter d'abord contre l'ignorance, la peur et la pauvreté. Libérer l'homme de la peur, libérer l'homme de l'ignorance et libérer l'homme de la pauvreté. Par conséquent, nous devons avoir des ateliers, des conférences, au lieu de multiplier les marches, les meetings, là où on ne force pas à l'homme de se prendre en charge. Voilà pourquoi nous avons programmé d'abord des conférences à l'intérieur du pays, ensuite à Kinshasa, et nous venons de casser maintenant des conférences dans la diaspora pour informer les Congolais de la diaspora et nos partenaires que nous avons déjà une autre façon de voir les choses. En définissant l'homme comme corps, nous devons maintenant lutter contre la faim, la maladie et l'insomnie. Parce que si nous ne mangeons pas bien, nous ne dormons pas bien, nous ne sommes pas bien soignés, notre esprit ne pourra pas bien combattre l'ignorance, la peur et la pauvreté. Et dans ce chantier-là, nous avons beaucoup aussi de sections, de programmes et de plans d'action.
En définissant l'homme comme millier, nous combattons 3 choses: l'enclavement, l'instabilité et la pollution. Une fois que nous libérons les Congolais de l'ignorance, de la peur, de la pauvreté, de la maladie, de l'insomnie, de la faim, de l'enclavement et de la pollution et de l'insalubrité, nous avons affaire avec un Congolais nouveau. C'est ce Congolais nouveau-là qui devient l'objet que nous devons transformer en objectif de la recherche du travail, de la gouvernance et de la justice, notre devise. Ça, c'est la réhabilitation de l'homme congolais. D'où nous devons multiplier le suivi citoyen, les ateliers, les conférences, les forums, les suivis d'expression populaire pour échanger l'information, la formation et la mission de libération totale de notre peuple, c'est-à-dire la libération spirituelle, physique et environnementale. Ça, c'est la première articulation de la nation congolaise. La deuxième articulation de la nation congolaise. Nous devons finalement refonder l'État congolais. En 1885, dans la conférence de Berlin, suivie de l'Association internationale sur le Congo, il y a eu une élite européenne et internationale qui nous a légué un État appelé le Congo. Mais nous-mêmes, nous n'étions pas présents. Aujourd'hui, parce qu'on a aidé celui qui ne connaît pas la manière de l'aide, voilà pourquoi aujourd'hui, malgré la perfusion de la communauté internationale, malgré l'aide de la communauté internationale, le Congolais lui-même est l'ennemi de cette aide-là. D'où aujourd'hui, il faut une aide qui passe par lui-même. C'est-à-dire, nous avons deux possibilités. Le Congo est un pays pauvre, il y a à côté de lui des pays pauvres, des pays émergents et des pays développés. Si nous ne savons pas inventer un modèle de développement, nous avons l'obligation d'étudier et d'imiter les modèles qui ont fait preuve dans l'air sur. Or, imiter ou adopter, ça signifie que nous devons nous connaître nous-mêmes et c'est alors que nous allons découvrir ce que nous savons et ce que nous manquons. La refondation de l'État congolais va nous donner quel avantage? Nous allons premièrement avoir un État avec cette fonction que je pourrais développer dans les questions. Mais la caractéristique spécifique de cet État, c'est que la démocratie ne sera plus définie par rapport aux élections. Mais nous aurons un État où il y a clairement la nette différence entre la politique, l'administration et la justice. Après quoi, nous allons maintenant faire émerger la République. Et il y a un courant de pensée. Nous allons fonder notre législation sur les idées, les valeurs et les lois. Et l'homme, nous allons inviter l'équipe de personnalités, nous allons associer tous les Congolais à la gestion de la chose publique. Parce que si nous voulons mettre fin à l'insécurité, il y a lié d'associer tous les Congolais à la gestion de la chose publique. Et une fois que tous les Congolais pourront trouver que la gestion de la chose publique bénéficie ou fait bénéficier à tout le monde, tous les Congolais vont maintenant se déterminer à protéger les centres communs d'émergence qui est la les Congolais et la société ou la communauté internationale, ce sont des sujets qui nous tiennent beaucoup à cœur. Nous reviendrons à vous, mais après avoir pris un petit lunch. Merci beaucoup, M. Mfumu-Toto. On revient à vous bientôt. Et vous avez suivi M. Mfumu-Toto, qui est le géniteur de la troisième voie. Nous reviendrons sur les questions qu'ont suscité son intervention tout à l'heure, dans le cadre d'un deuxième exposé, troisième et quatrième exposé, qui viendront d'abord, et ensuite, nous allons alors traiter toutes les questions qui s'adresseraient éventuellement aux intervenants futurs que nous allons avoir, et M. Mfumu-Toto que nous venions d'avoir en ligne. Merci.